Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Silmo News, votre rendez-vous dédié à l'actualité de la filière optique-lunetterie. Une émission consacrée aujourd'hui à la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Silmo vous accompagne depuis de nombreuses années dans cette démarche et on a eu envie aujourd'hui justement de faire le bilan de l'évolution de la RSE, notamment dans le domaine de l'optique. On va faire le point également sur les tendances de l'année 2026 et puis on fera le lien aussi entre RSE et intelligence artificielle. On va retrouver donc tout de suite Marie Letty et son invité Dominique Royer. Bonjour Dominique Royer. Bonjour Marie Letty. Alors ça fait 4 ans que vous accompagnez le Silmo, vous guidez les entreprises de la filière à travers des fiches vidéo qui s'intitulent les bonnes pratiques RSE ou encore les idées reçues. Vous en avez même préparé une nouvelle série qui s'intitule Regard sur le secteur, à retrouver d'ailleurs dès maintenant sur silmoparis.com. Vous menez de nombreuses conférences pendant le Salon mondial de l'optique, le Silmo Paris. Est-ce qu'on n'a pas tout dit sur le sujet ? Alors moi, je n'aurais jamais tout dit sur le sujet. Vous savez, je suis passionnée, donc je pourrais vous en raconter plein. Je pense qu'on n'a pas tout dit parce que même si on a déjà dit, il faut répéter. Et on n'a pas tout dit parce que le sujet est de plus en plus prégnant. C'est vraiment quelque chose, malgré l'impression qu'on a qu'au niveau macroéconomique, il y a un recul sur ces sujets de responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises, elles continuent d'avancer parce qu'elles ont commencé, qu'elles en voient les bénéfices et que de toute façon, pour faire son business aujourd'hui, il faut tenir compte de la planète sur laquelle on vit et des gens avec qui on vit, des sociétés dans lesquelles on vit. Alors finalement, ce n'est pas une mode, la RSE. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, ça fait 4 ans que je le dis, donc je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. Il faut y aller et je dirais qu'en ce moment, il y a une vraie évolution sur ces sujets qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme des sujets en plus du reste. C'est-à-dire qu'on faisait son business et en plus, on essayait de le faire proprement en tenant compte de l'environnement et des gens, du social, la société. Et là, aujourd'hui, c'est une façon de faire son métier, de faire du business. Et c'est incontournable pour faire du business. C'est incontournable à plusieurs niveaux. C'est-à-dire c'est incontournable parce que vous avez aujourd'hui, que ce soit dans l'optique, dans le textile ou n'importe quel secteur, des vrais sujets de sourcing. On essaye de vivre sur une planète avec les limites qu'elle a, sachant qu'on en a dépassé 7 déjà sur 9. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des limites planétaires. Alors moi je le connais parce qu'on en a discuté toutes les deux, vous m'avez tout appris, mais peut-être que celles et ceux qui nous regardent ne savent pas ce que c'est finalement les limites planétaires. Oui, alors on va juste 2 mots sur les limites planétaires. Comme vous le voyez, les limites planétaires, c'est en fait toutes ces limites qui nous sont données par notre planète, comme son nom l'indique. Et vous voyez en rouge, ce sont celles qui sont d'ores et déjà dépassées. C'est-à-dire que les limites, ce n'est pas une fourchette, ce sont vraiment des limites. Donc par exemple sur l'eau, aujourd'hui, on a dépassé cette limite planétaire et il y a un vrai sujet sur la ressource en eau. Et la ressource en eau, vous savez qu'elle est indispensable pour l'optique, comme pour plein d'autres secteurs, mais pour celui-là particulièrement. Et donc l'entreprise aujourd'hui qui a besoin d'eau pour fournir son produit, doit s'intéresser à ce sujet particulièrement et donc doit s'intéresser à ses responsabilités environnementales et doit réduire ses consommations, qui dit réduire consommation d'ailleurs dit aussi des économies de coûts. Donc tout ça fait que le business s'intéresse de près à la RSE, déjà au niveau du sourcing. Et c'est vrai que pendant des années, on a beaucoup parlé de climat. Aujourd'hui, le climat n'est finalement qu'un élément de ce que la nature nous apporte. Donc c'est un élément de ces ressources, c'est un élément de ces limites planétaires, qui est d'ailleurs aussi dépassé. C'est seulement un élément, mais il faut qu'on ait une vue plus systémique de l'ensemble et se dire, quand je fais un produit, bien sûr que je dois faire attention au carbone, mais je dois aussi faire attention à l'eau, à la biodiversité. Quand je fais de la cosmétique, j'utilise des plantes. Les plantes, si je les épuise plus vite qu'elles se renouvellent, ça ne va pas fonctionner. Donc tout ça, quand je vous parle de ça, je vous parle de business. Avant de vous parler de nature, je vous parle de business. On peut toujours se dire que nous,
pour la nature, on préfère effectivement une nature riche, mais en tout cas en termes de business, il faut en passer par là. Donc c'est ça la vraie évolution de la RSE aujourd'hui, c'est le business, c'est se rendre compte que c'est une véritable opportunité. Tout à fait. Alors, il y a une évolution du point de vue de l'entreprise qui, elle, voit une opportunité en termes de business. On a parlé du sourcing, mais on peut parler aussi de la mobilisation des collaborateurs. La RSE, c'est un bon moyen de mobiliser et de fidéliser ses collaborateurs. On peut parler aussi des économies d'énergie, économies qu'on fait sur toute la chaîne de valeur. Les économies de transport aussi, quand vous transportez en bateau plutôt qu'en avion, ça coûte beaucoup moins cher. Mais il faut aussi penser à l'évolution du point de vue du consommateur. Aujourd'hui, on voit qu'on a deux types de consommateurs. On a un consommateur qui en a ras-le-bol de ce sujet environnemental, social, etc. On appelle ça la RSE fatigue, c'est notre terme à nous quand on travaille sur ces sujets-là. Donc celui-là, il pense que de toute façon, une entreprise, elle a une dette par rapport à la planète et par rapport aux gens, par rapport aux salariés, et que de toute façon, elle assume cette dette-là et qu'elle s'intéresse à tous ces sujets et qu'elle fait en sorte que ça avance. Et qu'elle réduise son impact environnemental et qu'elle améliore son impact sociétal. Et puis à côté de ça, vous avez un autre consommateur qui est beaucoup plus averti et lui, il va tout regarder. Donc il va regarder est-ce que l'entreprise, elle se contente simplement de respecter la réglementation ou est-ce qu'elle va plus loin et déjà, est-ce qu'elle la respecte? Il va regarder aussi quelle est le cycle de vie global du produit. C'est-à-dire que dans un produit, bien sûr, il y a, quand vous avez une lunette, vous avez la monture, c'est ce qu'on voit le plus, mais ce n'est pas ce qui a le plus d'importance en termes d'ACV, en termes de cycle de vie du produit, ce n'est pas ce qui est le plus important. Il y a d'autres choses plus importantes. Et lui, il va avoir une vue aussi beaucoup plus systémique. Et puis, il va s'intéresser aussi à tous ces sujets qui sont plus sociétaux, de justice sociale. Est-ce que les gens dans l'entreprise, directement sont heureux? Est-ce que les gens dans la chaîne de valeur, ils sont bien rémunérés? Tous ces sujets-là sont des sujets aujourd'hui qui intéressent le consommateur et sur lesquels l'entreprise se doit de communiquer et d'être transparent. Donc ça veut dire ça finalement, le business et l'opportunité, c'est le fait que le consommateur, c'est lui qui choisit au final la marque avec ses valeurs et tout ce dont vous venez de parler. Exactement. Et donc si l'entreprise ne se lance pas dans ces démarches-là, finalement le consommateur ne va pas consommer. Oui, les principaux risques, c'est que le consommateur averti ne consomme pas. Et l'autre risque, c'est que le consommateur non averti soit surpris par un problème de notoriété de l'entreprise quand quelqu'un va se rendre compte qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, quoi. Parce que le consommateur non averti attend quand même que l'entreprise fasse le minimum. Donc si jamais l'entreprise ne le fait pas et qu'elle est alpaguée soit par la presse, soit par les réseaux sociaux, soit qu'on pointe du doigt quelque chose qui ne fonctionne pas. Exactement. Le consommateur va bouder finalement ce produit, exactement. Cette marque. Il y a un vrai sujet d'image de marque pour l'entreprise et à ce moment-là, ça pose on a vu à plusieurs reprises des chutes drastiques de l'action, je ne veux pas citer les entreprises, de différentes entreprises qui n'ont pas justement respecté soit l'environnement, soit la société et qui ont vu leurs produits comme ça tout à fait mal aimés du jour au lendemain. Et vous parlez aussi, alors ce côté environnemental, certes, ces valeurs sur l'environnement, mais aussi de ce côté sociétal. Donc il faut qu'une entreprise, pour plaire aux consommateurs, soit aussi dans cette démarche de bien payer ses employés, de leur valeur au travail. Tout ça, c'est important aussi pour le consommateur. Oui, exactement. Alors, peut-être qu'un consommateur français, il va moins se poser la question parce qu'on sait qu'en France, il y a des lois sociales qui sont très, il y a des grèves. Très exigeantes, il y a des grèves quand ça ne va pas bien. Par contre, quand on va lui proposer un produit qui vient de Chine, par exemple, et je ne parle pas du fabricant de vêtements, je parle du pays, à ce moment-là, il va se poser des questions sur les conditions de travail dans la chaîne de valeur. Il y a tout le scandale des Ouïghours, tous ces scandales qui ont beaucoup émergé sur le textile parce que c'est quelque chose de très visible, le textile, on en consomme tellement. Ce sont des risques d'image aussi sur le secteur de l'optique. Et alors, concernant l'évolution de la RSE au sein des entreprises de l'optique, est-ce qu'on a vu des choses qui ont évolué aussi? Oui.
Au sein des entreprises de l'optique, je dirais que moi, j'ai une grande satisfaction, par exemple, cette année, en regardant le programme du MIDO, puisque au MIDO, on ne se préoccupait pas du tout de ce sujet, alors que cette année, ils commencent à se préoccuper vraiment, il y a des conférences, un prix, etc. Ils ont regardé le Silmo, finalement. Exactement. Ils sont venus regarder ce qui se passait au Silmo, ils se sont dit, c'est très intéressant. Mais tout à fait, parce que quand on voit, par exemple, le prix qu'ils ont lancé sur l'entreprise, c'est vraiment un copier-coller de l'entreprise engagée. Oui, et loin de leur en vouloir, je m'en satisfais parce que moi j'ai vraiment l'impression... Vous vous dites enfin. Oui, je sais que de toute façon je suis habituée à ça. Je sais que les choses se font lentement et qu'il faut répéter pour que les gens entendent. Mais là j'ai vraiment l'impression que le secteur de l'optique entend notamment sur ce sujet dont on a parlé de l'économie circulaire, c'est-à-dire voir au-delà d'un élément du produit, mais voir la globalité du produit, aussi bien les entreprises que les consommateurs. Et est-ce qu'il y a eu une évolution aussi de tout ce qui est législation? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est plus exigeant, moins exigeant? Est-ce que l'État, les lois qui sont faites autour de la RSE ont évolué aussi? Alors, il y a eu une brusque évolution l'année dernière qui a été complètement cassée par des lobbies qui sont au niveau de l'Europe. Donc, l'évolution est... Il y avait vraiment des exigences qui étaient montées très très haut en termes de reporting sur ces sujets sociaux, environnementaux, qui est redescendu. Pas au niveau où c'était avant, mais qui est quand même pas mal redescendu. Après, on va attendre que les politiques se calment et que l'économie oui, c'est un équilibre finalement. Voilà, reparte davantage et qu'on entende plus ce que disent les entreprises, parce qu'aujourd'hui les entreprises elles avancent. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des lois qui de toute façon sont votées. Je parle par exemple pour la France de la loi AGEC. La loi AGEC, elle a lancé un nombre de filières de recyclage qui est aujourd'hui au nombre de 17. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il est très probable qu'à court ou moyen terme, comme les autres filières, la filière de l'optique, elle va être responsable de recycler ses produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez un vêtement sur le marché, vous êtes fabricant, vous payez une taxe pour financer le recyclage de votre produit. Donc demain, ça va être pareil pour les lunettes. Et plus aujourd'hui, moins le produit est impactant, plus on peut le recycler facilement et moins la taxe est élevée. Donc je pense qu'à terme, il va se passer la même chose sur l'optique. Et toutes ces lois, alors je vous cite celle-là, mais il y a une loi sur l'énergie, la loi sur les surfaces, les grandes surfaces, plus de 1000 m² où les magasins dans les centres commerciaux doivent réduire de 40% leur consommation d'énergie d'ici 2030. Ça ne va pas disparaître. Oui. Donc tout ça, ça avance doucement, mais sûrement. Oui, ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, c'est que les lois se modifient, mais les entreprises continuent d'elles-mêmes à avancer vers cette démarche et n'attendent pas finalement qu'il y ait une loi qui arrive pour avancer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Je suis en train de dire ça et je ne le dis pas juste comme ça en l'air. Je le dis vraiment parce que, alors nous, vous savez qu'on est une agence conseil sur ces sujets de RSE, donc on a des clients qui travaillent sur ces sujets. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui y vont, elles sont très satisfaites en fait des résultats qu'elles obtiennent à tous les niveaux dont je parlais au départ, c'est-à-dire au niveau du business. Ça leur apporte, je discutais par exemple avec un de nos clients qui travaille dans la cosmétique, et je lui disais, ça doit être difficile en ce moment avec ce retour en arrière et tout. Il me disait, non, pas du tout difficile, simplement il faut que j'ai d'autres arguments. Mais en fait, comme aujourd'hui, ça m'a forcé à trouver des arguments qui sont des arguments business, ça va encore plus vite. Parce que comme j'ai un problème par exemple sur le parfum, sur l'alcool, de toute façon, tout de suite, les finances m'ont dit il faut absolument qu'on sécurise notre sourcing d'alcool, donc tu dois y aller. Donc ça a au contraire accéléré. Donc les entreprises, elles ne s'arrêtent pas du tout. Elles ne s'arrêtent pas du tout parce qu'elles ont pris une avance en plus par rapport à leurs concurrents qu'elles ne veulent pas perdre, qu'elles ont vu que ça leur permettait de gagner des nouveaux consommateurs qu'elles n'avaient pas forcément avant. Donc en fait, non, elles ne s'arrêtent pas. Les politiques peuvent reculer, s'arrêter, mais les entreprises avancent. Alors, on va s'intéresser maintenant aux tendances RSE de l'année 2026.
Alors, quelles sont-elles? On a la transparence qui vient un peu en tête de liste, justement, de ces tendances. Ouais. Alors, c'est marrant parce que Marie-Letty, vous parlez des tendances comme pour les lunettes. Comme pour la mode, un peu, Oui, c'est vrai? comme pour la mode, alors qu'en fait… Mais c'est un peu ça, finalement. Il y a un peu des tendances. Oui, mais là, ce sont des vraies évolutions. Je pense que c'est au-delà de la… On pouvait parler de tendance il y a encore quelques années, mais là, vraiment, la transparence est une évolution. La transparence, c'est dire ce qu'on fait, ne pas mentir. En plus, là, pour le coup, il y a une loi qui est passée sur les allégations environnementales. Il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de dire. Sinon, vos campagnes peuvent être retirées, vous perdez de l'argent, évidemment, vous avez une amende, etc. Notamment, dire qu'on est neutre en carbone, c'est plus possible de dire ça. Donc, effectivement, la transparence, c'est à la fois dire ce que vous faites et puis savoir dire ce que vous ne faites pas. Aujourd'hui, je discutais avec un autre de nos clients qui met sur le marché des lunettes qui ont un prix qui sont très abordables, qui sont entre 50 et 70 euros. Des montures de lunettes qui sont très abordables. Et il y a plein de choses qu'on leur demande de faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire pour des raisons de coût. Et bien ça aussi, il faut le dire. Il faut savoir dire, on est rentré dans une démarche de progrès, on avance, mais il y a encore des choses qu'on ne peut pas faire parce que vous fournir un produit accessible, ça fait partie de notre responsabilité aussi. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les matières, sur cette évolution des matières. Tout à fait. Alors l'évolution sur les matières, c'est un peu tout ce que je vous disais avant sur l'économie circulaire, ce que le consommateur attend. Et là, j'aimerais bien qu'on regarde cet ACV, vous voyez. Alors ACV, c'est un nom un peu technique pour dire analyse de cycle de vie du produit. Ça veut dire qu'on va regarder le produit au niveau de tout son cycle, au niveau de sa fabrication, donc le sourcing des matières premières, la fabrication, le transport du produit, la distribution du produit, et puis ensuite, comment est-ce qu'il est recyclé, la fin de vie du produit. Quand on regarde cet ACV, on voit que par exemple, la matière première représente 7% de l'impact environnemental d'un produit. Que 18% c'est la fabrication et que vous avez aussi un impact très important sur les verres, sur le taillage. Oui, taillage des verres. Taillage des verres, effectivement, 17%. 17%. Donc ça frôle la fabrication. Alors exactement. Très impactant. Tout à fait. C'est très impactant et vous avez aussi 19% que vous voyez là-bas sur l'utilisation de la lunette. Ça signifie quoi finalement? Ça signifie que quand vous vendez votre lunette, il faut penser à dire aux consommateurs que ce n'est pas la peine de laver les verres à grande eau tous les jours avec plein de produits détergents qui vont aller dans l'eau et d'utiliser plein de lingettes hyper toxiques pour l'environnement. Mais lui donner des conseils d'utilisation et notamment lui donner des conseils de conservation de ses verres, etc., c'est très important. C'est vrai que c'est énorme quand même. 19% d'impact environnemental sur la phase d'utilisation, c'est énorme. Oui. Et ça fait partie de votre responsabilité en tant que fabricant. Enfin, pas vous, Marie-Letty, qui n'êtes pas fabricante. Je ne suis pas fabricante, mais je suis consommatrice. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ces conseils-là sont très utiles. Donc là, il y a dans le rôle de l'opticien, notamment, d'avertir ses consommateurs. Tout à fait. Je pense que l'opticien peut avertir ses consommateurs. Et puis la marque aussi, donner des conseils sur ces sujets-là. Et quand on regarde de nouveau l'impact environnemental des lunettes, on voit que 7%, c'est la matière. De quoi l'ensemble des fabricants de lunettes parlent aujourd'hui en matière environnementale? Oui, c'est ça, c'est 7% là. Ils parlent de la matière. Oui. Tout le monde parle de la matière. Du bioacétate, du bio, tout confondu. Tout le monde parle de la matière. Et là, je pense qu'il va falloir que les fabricants de lunettes évoluent beaucoup sur ces sujets-là. Parce que d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que le bioacétate et qu'est-ce que c'est que l'acétate et quelle est la différence entre les deux, parce que le consommateur, jusqu'à présent vous avez pu mettre le bio à toutes les sauces, maintenant ça ne sera plus possible. Il faudra prouver, le bio maintenant, vous devez prouver que c'est une matière première qui peut être assimilable facilement par la nature. Le bioacétate, effectivement, peut être assimilable par la nature si vous enterrez vos lunettes, vos montures de lunettes dans un sol humide pendant une dizaine d'années. Donc, vous ne pourrez plus dire des choses comme ça. Ça, c'est important. Il va falloir biodégradable, etc. Il va falloir arrêter de le dire. Et puis, il n'y a pas que la matière dans la lunette, quoi. Et ça, c'est très important. Très important de comprendre ça et de s'intéresser au reste. Alors, je sais que le reste est plus compliqué, mais il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui commencent à s'intéresser justement au gaspillage, par exemple. La
montagne, la face immergée de cet iceberg de la lunette, c'est la montagne de déchets qui sont produits au moment de la fabrication. Oui, toutes ces plaques. C'est énorme. Voilà, Donc, les plaques de bioacétate quand elles sont découpées. Tout ça, c'est un impact. Alors aujourd'hui, le consommateur, il ne va pas aller jusque-là. Mais petit à petit, ça va être de plus en plus connu. Et le premier qui va en parler, il va gagner une longueur d'avance par rapport aux autres. Et puis, je voudrais aussi rajouter quelque chose. C'est que la première, avant tout, avant l'environnement, la première préoccupation des consommateurs, ça reste la santé. Et pour sa santé, il se pose de réelles questions aujourd'hui sur le problème du plastique. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, quand il achète une monture de lunettes, il fasse vraiment la différence entre le bioacétate et la monture en PVC, en plastique. Sachant qu'on a maintenant prouvé que les lentilles, effectivement, émettaient des microplastiques ou des nanoparticules qui pouvaient être absorbées par les tissus des yeux. On a aussi prouvé par ailleurs que les nanoparticules sont absorbées, notamment dans les vêtements, par l'épiderme. Donc d'ici à ce qu'on se demande si les branches de lunettes ne sont pas toxiques pour les cerveaux des enfants, il n'y a pas loin. Vous voyez, quand vous parlez de santé, on parle de l'importance des matières saines. Exactement. La santé, l'importance des matières saines et l'importance aussi, et lui revient justement sur le devant de la scène, de l'opticien, qui lui doit être capable de raconter des choses autour de l'environnement, de la santé, capable de s'approprier ces sujets. Parce que par rapport au grand public, l'opticien, un peu comme le pharmacien, il est garant de la santé de ses clients, à commencer par la santé des yeux, évidemment. Bien sûr, la santé visuelle. On va s'intéresser maintenant à la seconde main. Est-ce que, comme pour le textile, les lunettes de seconde main vont monter en puissance? Alors, je ne sais pas, pour le textile, on imagine que d'ici 2050, on vendra plus de textiles recyclés ou on peut dire vintage, ça se vend mieux, que de textiles neufs. Pour les lunettes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça commence à bien monter. Il y a Lunettes Zach qui a monté tout son process de rénovation et de revente de lunettes. Il y a aussi Cycli de Chris qui vend que des lunettes reconditionnées, enfin rénovées, et auxquelles vous pouvez vendre vos lunettes. Et on parlait tout à l'heure de la problématique du recyclage des lunettes en fin de vie. Et c'est une forme de recyclage qui est très intéressante. Parce que là, on ne détruit pas, on reprend. Donc ça, c'est l'histoire de la seconde main. Donc il y a aussi des opticiens qui s'impliquent aussi beaucoup et qui proposent maintenant des secondes mains. On va parler maintenant sociétal. Alors, une évolution fondamentale, évidemment. J'ai failli dire tendance, mais je me suis reprise. Évolution fondamentale. Merci beaucoup. Une évolution fondamentale. Alors on en a un peu parlé déjà, hein, l'image de marque que l'entreprise peut avoir par rapport aux consommateurs, le choix des consommateurs, la dualité entre les deux consommateurs. Il y a aussi l'intérêt qu'il a sur la chaîne de valeur. Et puis le consommateur est de plus en plus engagé. Alors, on regarde ce petit schéma-là qui me plaît bien, c'est qu'il y a pratiquement 30% des consommateurs qui signent des pétitions pour agir contre des marques ou des produits. Alors, on peut dire 28%, c'est pas beaucoup, sauf qu'il y a encore que quelques années, en 2017, c'était 10%. Et ça monte en puissance. Il y a eu 2 millions de consommateurs 2 millions de citoyens. Avant d'être des consommateurs, on est tous des citoyens. Et il y a 2 millions de citoyens qui ont signé cette pétition contre les pesticides, contre la loi du plomb. C'était énorme, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, le consommateur, il va même plus loin qu'avoir un acte militant de consommer, de consommer un produit moins impactant, mais il va aussi jusqu'à vraiment avoir une action contre tout ce qui pourrait être impactant, même au-delà de ne pas le consommer, quoi. Le citoyen a une réelle démarche responsable. Tout à fait. C'est lui le premier de la chaîne, finalement. Ouais. Enfin, c'est le dernier. Ou c'est le dernier, mais en même temps, c'est lui qui, finalement, dirige un peu, juge et les actions, les bonnes actions, les belles valeurs des entreprises et donc consomme. Et sans le consommateur... De toute façon, exactement. Le pouvoir est au consommateur. Il a deux pouvoirs, le consommateur. Il a le pouvoir de consommer, effectivement, de consommateur. Il a le pouvoir de sa carte bleue, mais il a aussi un pouvoir de citoyen. Donc, chacun d'entre nous, on peut être... Acteur.
chacun d'entre nous, on est responsable de tout ça et on a tendance à peut-être parfois un peu trop penser qu'on ne peut rien faire. En fait, si, on peut faire chacun quelque chose et puis tous ensemble, ça fait quelque chose de fort. On parle peu de sobriété numérique et gestion des datas. Pourtant, les mails, les groupes WhatsApp, les gestionnaires de données, j'en passe, hein, sont une source de pollution invisible. Que peut-on dire à ce sujet ? Ah, alors là, vous me tendez une perche sympa, Marie-Lutine, parce que vous en ça prie. me donne l'autorisation d'en parler, parce que on pourrait se dire que ça n'a rien à voir, alors que vous venez de faire une émission justement sur l'IA et les lunettes connectées. Donc, ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus. Et plutôt que 1000 mots, on va regarder ce schéma. C'est très clair aujourd'hui, quand vous faites une requête classique sur Google, vous dépensez très peu d'énergie. Et quand vous faites la même requête sur ChatGPT, vous dépensez 30 fois plus d'énergie. Vous faites une requête entre 5 et 20 mots sur l'IA, et là, vous avez déjà dépensé 1 demi-litre d'eau, parce qu'on pense à l'énergie, on ne pense pas à l'eau. C'est une catastrophe. De la même manière que quand vous avez des lunettes connectées, alors je sais que vous avez beaucoup parlé de ça, et je sais aussi que la lunette connectée, c'est un élément important pour la société, notamment pour accompagner les personnes en situation de handicap. Enfin, il y a plein de choses positives, Très positive, mais il y a oui. aussi à ne pas négliger. Regardez, une lunette connectée, on a pris Google, mais on pourrait prendre plein d'autres, c'est 18 kg de CO2, alors qu'une lunette standard, c'est 200 grammes. Donc il y a aussi un vrai sujet dont il faut Une être vraie conscient. responsabilité aussi de la part du consommateur Exactement. sur tous ces éléments. Mais une vraie responsabilité aussi de la part du fabricant. Donc ça veut dire que l'IA et la RSE sont intimement liés finalement ? Bien sûr. De toute façon, je dirais que demain, je ne serai plus là pour vous parler de RSE, parce que la RSE sera intégrée dans tout, sera infusée dans tous les sujets, que ce soit dans l'IA, dans les lunettes connectées. À chaque fois qu'on parlera de quelque chose ou qu'on pensera à quelque chose, parce que en fait, 80% de l'impact d'un produit, il se détermine au moment de sa conception. Donc à chaque fois, on devra penser à ça. En résumé, Dominique Royer, que peut-on dire de la RSE aujourd'hui ? C'est une véritable dynamique de transformation durable. Tout à fait. La RSE, c'est effectivement une dynamique de transformation des entreprises et une dynamique de transformation qui a déjà touché nos modes de consommation. Tout à fait. Je le disais en introduction, vous avez réalisé plusieurs séries de capsules vidéo et la dernière qui arrive, là, c'est Regard sur le secteur. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette nouvelle série ? Alors, comme je suis toujours là pour vous donner des bons conseils, je me suis dit, on va aller chercher les conseils chez ceux qui font. Donc, comme vous le savez, on fait le prix, chaque année, on fait ce prix RSE. Donc, on a étudié toutes les bonnes pratiques que nous proposaient les entreprises qui concourent à ce prix. Et on ressort donc dans chaque capsule, regarde sur le secteur, on va effectivement aller voir dans les entreprises qui ont remonté au travers du concours des bonnes pratiques, quel type de bonnes pratiques elles ont mises en place pour montrer à quel point justement c'est tout à fait possible et comment de manière pragmatique on peut le faire dans une entreprise. Voilà, c'est plus moi qui parle, c'est moi qui vous raconte ce que les entreprises font. Oui, une analyse finalement de ce Tout qu'elles à ont fait. proposé pour ce prix de l'entreprise engagée. Le prix de l'entreprise engagée 2026 aura lieu également. Au moment où je vous parle, il a été lancé. Donc parfait. effectivement, On peut se connecter sur silmoparis.com pour Voilà. déposer son dossier. Pour déposer son dossier, vous pouvez aussi aller voir une petite capsule que j'ai faite pour juste vous expliquer un peu la to-do du prix. Comment est-ce qu'on fait pour participer au prix le plus facilement possible. D'accord, et on suit évidemment tous ces conseils qu'on peut retrouver sur vos fiches pratiques en vidéo sur silmoparis.com. Il y aura aussi des conférences, j'imagine. Et oui, on recommence cette année ce qu'on a fait l'année dernière qui a eu beaucoup de succès, un espace spécifique où on va pouvoir mettre justement en avant les gagnants ou même ceux qui ont participé au prix avec leurs bonnes pratiques, où on va pouvoir mettre en avant des solutions très concrètes pour à la fois les distributeurs et à la fois les fabricants, et où on va parler de ces sujets-là avec des gens toujours pareils pour témoigner le plus concrètement et pragmatiquement possible et avec optimisme, simplicité. On essaye d'être simple sans être simpliste.
Merci beaucoup Dominique Royer Merci de Marie. nous avoir éclairé une fois de plus sur ce sujet, comme vous pouvez le constater, hein, qui est loin d'être épuisé. Merci beaucoup Dominique. Merci Marie-Letty. Merci Marie-Letty, merci Dominique Royer. On retrouve bien sûr toutes vos chroniques sur le site silmoparis.com. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Silmo News. Et d'ici là, on ne se perd pas de vue.